incroyable. Vraiment. En fait, je me rappelle très bien où j'étais. J'étais dans ma voiture et là, j'ai un appel. Je connais pas, du coup, je m'arrête sur le bord de la route. Et il me dit « Oui, bonjour, c'est Christian Gallonnier à le téléphone. » Avec un accent bien du sud, tu vois. Et oui, je ne savais même pas qui était le bonhomme. Je ne savais pas qui c'était. Et du coup, je fais « Oui ». Donc, en gros, oui, qu'est-ce que tu veux, quoi. Il me dit « Je suis le sélectionneur de l'équipe de France féminine. » Ah ouais. Et donc, je te convoque pour la tournée de novembre contre les États-Unis. Il me dit « Par contre, c'est non officiel, donc tu gardes ça pour toi. » Moi, je fais OK. Je raccroche, là, j'appelle toute ma famille. Je dis, vous savez pas quoi, je suis sélectionnée en équipe de France, c'est fou. Et c'était dingue. C'était déjà inimaginable, inconcevable. Même dans mes rêves les plus fous, en fait, j'aurais jamais rêvé toucher ce rêve-là. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce premier épisode de la saison 2, je reçois non pas un, mais une ancienne championne de rugby, deuxième ligne à 15, Élière à 7, et oui, elle a fait partie de cette première génération de joueuses sous contrat pour jouer au rugby et a porté 30 fois le maillot du 15 de France féminin. Je reçois Lénaïque Corson. Bonjour Lénaïque. Salut Anthony. Comment ça va ? Et il était temps d'avoir une. La première, voilà. Donc, écoute, très honorée de faire partie de la première. J'espère que je ne serai pas la dernière, surtout. J'espère aussi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle bien sûr que vous pouvez venir au soutien d'En Terrain Conquis en vous abonnant aux pages Instagram, Facebook et Twitter du podcast. Et petite nouveauté cette saison, vous pouvez également contribuer financièrement au développement du podcast via la page participative Tipeee. Votre soutien est capital. Lénaïque, merci d'avoir accepté mon invitation dans En Terrain Conquis. C'est d'autant plus important pour moi que je tenais vraiment à consacrer le premier épisode de cette saison 2 à une représentante du sport féminin. Et toi, tu l'as dignement représenté, ce rugby féminin, l'immense, surtout, force de caractère et d'abnégation qu'il faut pour concilier le rugby d'un côté et les obligations de la vie de tous les jours de l'autre. Donc, je pouvais finalement pas espérer meilleur invité que toi pour démarrer cette saison 2. Écoute, merci en tout cas pour ton invitation. C'est vrai que cette vie de rugby a été dense et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens chanceuse finalement d'avoir fait partie de cette génération. Même si ça a été galère à certains moments. Mais d'un côté, on se forge aussi un peu dans ces galères, dans ces échecs, dans ces moments qui sont pas faciles. Justement, on vient chercher du calme, de la sérénité, de la lucidité. Chose qui est pas tout le temps facile de garder justement de la maîtrise de soi quand on est en période de stress ou alors quand on nous fait pas confiance ou quand on n'est pas reconnu, qu'on n'a pas les mêmes droits que les garçons. Et en fait, ces moments-là, ils m'ont construit dans ma carrière, dans ma vie de femme. Et aujourd'hui, c'est ce qui peut-être me donne aussi l'envie de créer des nouvelles choses et notamment cette association dont je pense qu'on va parler, Rugby Girl Academy. On va parler de tout. Tu vas voir, on va parler de tout. Donc si tu veux bien, je vais d'abord résumer à nos auditeurs ton parcours sportif. Et comme je le dis souvent, si je dis une bêtise, t'hésites pas à me renvoyer dans mes 22. Alors je vais essayer de pas me tromper parce que t'es joueuse il y a encore très peu de temps, donc je voudrais pas me faire trop mal. Tu arrives au rugby sur le tard, très tard même, puisque c'est qu'à 20 ans que tu te lances en universitaire avec la fac de Rennes. Tu passes au bout de quelques mois à peine au Stade Rennais Rugby Club, qui évolue en première division féminine. Alors attends, du coup je te coupe, c'est le Stade Rennais Rugby parce que je sais que si elles écoutent, elles ne sont pas contentes. Donc Stade Rennais Rugby. Bon, le déjà. SRR Forever. Un raffut déjà, la prochaine fois ça sera un tampon. Donc oui, le Stade Rennais Rugby qui évolue en première division et tu y joues jusqu'en 2018, même si entre-temps il y a une petite parenthèse à l'étranger, on y reviendra. 3 ans après tes débuts rugbystiques, tu obtiens ta première sélection avec l'équipe de France en 2012 contre les États-Unis. Tu porteras en tout 30 fois le maillot bleu à 15 et joueras même la Coupe du Monde 2017, compétition à l'issue de laquelle tu seras élu meilleure deuxième ligne de la planète par World Rugby. Bravo. C'est également lors de ton époque rennaise que tu gagnes tes premières sélections avec l'équipe de France à 7 et tu joues les prestigieuses World 7 Series. En 2018, tu quittes ton cocon breton pour la capitale et tu signes avec le Stade Français Paris. Tu joues 4 ans avec les Pink Rockets. Et puis, nouveau grand changement dans ta vie, tu décides de traverser la Manche pour rejoindre Londres et les Wasps. Mais au bout de quelques semaines, le club fait faillite et tu arrives à rebondir dans un autre club anglais, les Harlequins,
avec qui tu vas disputer la dernière saison de ta carrière, puisqu'à l'été 2023, tu as annoncé que tu raccrochais les crampons à l'âge qui est le tien, hein, et à peu de choses près le mien aussi, mais bon, je ne le dirai pas. Pour les curieux, vous taperez les Nike Corson sur Wikipédia, ça devrait le faire. Bon, voilà. Ouais, sinon, je peux vous le dire ici, j'ai 34 ans, ça ira, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ah merde, je voulais pas que les gens ils sachent que j'ai 35. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais il faut être fier de son âge. Exactement. C'est les années d'expérience qui sont emmagasinées. Je crois que j'avais vu une citation, c'était 34 ans. En gros, c'est comme si tu avais 20 ans avec 14 ans de plus d'expérience. Et j'y crois beaucoup en fait. Moi, je suis toujours dans ma tête hyper jeune. Peut-être aussi parce que je côtoie beaucoup de jeunes dans mon quotidien, notamment en équipe de France où ils pouvaient avoir presque 12, 13 ans, 14 ans d'écart entre les plus jeunes et les plus anciennes. Et c'est ce qui permet de nous garder aussi au contact de la nouvelle génération. Et donc, moi, j'ai aucun problème avec mon âge, les rides qui arrivent. Bon, alors, un peu les cernes en ce moment, compliquées quand même avec la Coupe du Monde de rugby qui est trop dense. Mais ouais, moi, j'assume complètement mon âge et je suis contente de vieillir parce que je prends de l'expérience et tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Et encore plus dans cette vie d'entrepreneuse. Bon, alors, à part le fait que j'ai un peu écorché le Stade Rennais rugby, ça va, on n'est pas trop mal. En fait, quand tu fais la description, je me dis waouh! En fait, il y a eu quand même plus de 10 ans, 14 ans de vie de rugby qui ont été intenses, qui ont été très variées. Que ça soit mes débuts à l'université, ensuite en club, là où j'ai gagné ma place, après l'équipe de France à 15, qui était juste impensable de jouer en équipe de France quand tu commences aussi tard un sport et un nouveau sport dont je ne connaissais aucune règle, que je voyais ça avec mon père à la télé, je trouvais que c'était brutal, il y avait trop de monde sur le terrain. Enfin, moi, les seuls joueurs que j'appréciais, c'était les mecs qui mettaient des essais. Et je dis bien les mecs parce que les filles, on n'en avait jamais vu à la télévision, donc je me voyais pas forcément jouer ce sport parce que je m'identifiais pas aux garçons. Et puis finalement, je démarre, et puis je deviens vite passionnée dès que je mets un pied sur un terrain de rugby. Et puis j'appelle mon père parce qu'il est coach de rugby et que lui, il apprécie que sa fille joue ce sport que moi j'ignorais jusque-là. Il est même mieux que coach de rugby parce que je crois qu'il a été un des fondateurs du RKT. Exactement, punaise, bien renseigné. Voilà. Bien renseigné. Donc, on en est très fiers quand même dans le petit patelin de 1000 habitants. Toi ? Alors, tu es né à Paimpol, dans les Côtes-d'Armor. Exactement. Et tu grandis, si je m'abuse, donc à Vieux-Marché, là où il y a le fameux RKT dont on a parlé, Vieux-Marché, qui, pour aider nos auditeurs, pas experts de la géographie bretonne, ça arrive, se situe entre Ploirette et Trégrom. C'est ça? Ah oui, je pense que là, les gens ne voient voilà, vraiment pas. Bon, là, ils ne voient pas du tout, ok. Alors, on va tâcher d'être un peu plus simple. C'est pas très loin de Lannion. Ouais, au nord de la Bretagne. Moi, je dis entre Lannion et Guingamp, dans le Trégor. Et si les gens ne voient toujours pas, je leur dis Saint-Brieuc. S'ils ne voient toujours pas, je leur dis, bon, c'est à 2 heures de Rennes. Voilà. Et à 1 heure de Brest. Voilà, 5 heures de Paris. Toi, les gens du Sud-Est, ils vont pas savoir où c'est. Non. On a parlé de ton papa qui était impliqué dans le rugby, mais toi, ton sport premier, c'est pas le rugby, c'est l'athlétisme. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à ce sport et que tu en as fait pendant 14 ans finalement? Ouais, 14 ans d'athlète. C'est vrai que ma mère, en fait, vient me voir et me dit « Tiens, tu voudrais pas essayer un nouveau sport ?» Il y a de l'athlète à l'école de Ploumilio. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Et en fait, je me rends compte que le sport devient vite vital, en fait, dans ma vie. Parce que je suis une jeune fille qui a beaucoup de mal à l'école, qui est très, très, très introvertie, qui, chaque fois que quelqu'un me parle, je regarde comme ça et genre, j'ai les fossettes qui me rentrent dans les joues, genre, j'ai trop mal aux joues. Parce que je suis gênée, je suis pas bien forcément, je suis pas à l'aise, en fait. Tu vois, je pleure à la moindre difficulté, dès qu'il y a un problème, je suis prise de panique et je m'angoisse et du coup, la seule façon de me sauver, c'est de pleurer et de me dire « Oh, j'y arrive pas ». Et ça, c'est vraiment resté longtemps en fait, pendant toutes mes années, CE1, CE2, CP, j'étais pas une élève qui avait des facilités, beaucoup de problèmes de troubles de l'attention. J'arrivais pas à me concentrer plus d'une demi-heure en fait. Donc ma mère, elle me dit « Mais c'est pas possible ». Donc l'école, c'est pas un bon souvenir pour moi. Mais par contre, le fait d'avoir découvert justement l'athlète très jeune, le fait de me sentir bien dans un sport, de me sentir, vider peut-être une énergie ou me défouler, sentir aussi que j'avais déjà un physique 2 fois plus grande que les autres, même que les garçons. J'étais la plus grande de ma classe. Et donc tout ça, déjà, ça m'a aidé à peut-être mieux assumer justement mon gabarit, cette grande taille, et de sentir que j'aimais ça finalement, le sport, et qu'il y avait le plaisir aussi tout simplement de s'amuser.
Et moi, je faisais des super résultats sportifs en athlète parce que j'étais bien, en fait, je me sentais bien. Et c'est comme ça que j'en ai fait 14 ans avec de l'heptathlon pour discipline épreuve favorite. Ouais. En préparant l'épisode, j'ai noté quelque chose qui m'a un peu interpellé durant tes jeunes années. C'est le rapport à la télévision. Il paraît que papa, il n'était pas très souple avec ça. Ah ouais, putain, t'as été voir ça où? T'as fait la police, là, inspecteur d'Eric. Je t'avais prévenu. Ouais, c'est clair. Ouais, mais mes deux parents, hein, c'était la télé. En fait, ils estimaient qu'on avait de la chance de vivre à la campagne, d'avoir 10 000 activités à faire dehors. On faisait des cabanes, on avait plein de jouets. Donc, on n'avait pas besoin d'être assis devant une télé. Et en fait, moi, je le voyais bien. Moi, en fait, j'étais happée par un écran et les pubs, je les regardais. Je connaissais les pubs par cœur quand on regardait les infos. Ah, tu resquilles un peu alors, parce que papa, il voulait pas. Donc, ça veut dire en tu fait, l'allumais. On avait le droit d'être au JT de 20h. Donc, le JT de 20h, tu vois, 19h30, on allumait déjà la télé. T'étais au fait de l'actu. On mangeait, voilà. Ouais, c'est ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les pubs et de réciter les pubs. Et c'est vrai que je remercie un peu mes parents parce qu'aujourd'hui, moi, ça me fait peur de voir autant de jeunes devant des écrans, assis, à rien faire. Et moi, pareil, hein, des fois, je passe des heures à scroller. Je me dis, mais j'ai perdu 2 heures de mon temps là pour rien. Pour rien. Ben, néanmoins, il y a cette obligation de s'ouvrir à d'autres horizons qui fait que tu as parlé de ton rapport à l'école, mais après, tu deviens une élève brillante quand même. Tu vas à l'université de Rennes, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu suis un cursus... Alors, il y a deux versions qui s'opposent. Là, je vais avoir besoin de ton aide, c'est STAPS ou éco-gestion? Alors, les deux. Ah oui, les deux, en fait, en fait, moi, j'avais un rêve. Tout mon collège, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mon lycée, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je me suis, en fait, sans arrêt posé ces questions. On me disait, t'inquiète pas, tu vas savoir, tu vas savoir. En fait, j'arrive jusqu'à la fac, je sais toujours pas ce que je veux faire, quoi. J'avais envie de faire journaliste sportive, j'avais envie d'ouvrir un hôtel et d'être dans l'hôtellerie et la restauration. Ouais, c'était ça un peu qui m'animait autour des 18-20 ans. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas été acceptée dans l'école d'hôtellerie de Dinard. J'ai pas été acceptée dans les IET GEA, gestion des entreprises et des administrations. Donc du coup, j'ai fait la fac. Donc tu vois, échec sur échec, quoi, la fille. Mais au final, tu vois, je crois beaucoup au destin. Donc je me dis, si ça se passe pas comme ça, c'est que ça doit se faire d'une autre façon. Et en fait, je regrette pas d'avoir fait la fac. Parce qu'en fait, si je fais pas la fac, tu fais pas le rugby. Je fais pas de rugby. Et ouais, parce que finalement, ce qui va changer un peu ta vie, c'est une petite complexité administrative. Alors, pour ceux qui ont connu un petit peu la fac, il y a les matières principales et puis il y a les options qu'il faut caler. C'est obligatoire. Par contre, elles sont pas toujours compatibles avec ces matières principales. Et toi, du coup, pour boucher un peu les trous, t'as dit, je vais me mettre au rugby. Ouais, alors moi, j'avais déjà l'envie de faire un sport co, mais il y avait du volley, du hand, du basket. Donc moi, je me suis dit, je vais faire un sport de grande, en fait. Et puis des sports que j'avais déjà vus au féminin à la télévision. Le rugby, je n'avais jamais vu de filles jouer au rugby. Et en fait, le seul sport que je peux faire dans l'emploi du temps universitaire qui colle avec les horaires de la fac, c'est le rugby. C'est le rugby. Donc, c'est comme ça, un peu par hasard que j'y arrive. Et puis en fait, j'arrive, mon entraîneur, il me voit arriver, il fait « Ah ouais, toi, tu vas jouer au rugby ?» Ouais, ok, très bien. C'est quand notre premier entraînement? Ok. Il faut encore attendre 15 jours. C'était long, c'était les inscriptions au début. Et je sentais que, tu vois, j'avais envie de retrouver un sport, de l'activité physique, toujours. Et après, très vite, je fais 3 mois de tournoi universitaire et seulement un entraînement par semaine. C'est pas assez pour moi. J'ai fait 14 ans d'athlète derrière. Je veux me challenger plus, je veux progresser, je veux comprendre plus les règles, je veux plus de matchs. Et c'est comme ça que j'arrive au Stade Rennais Rugby. Tu arrives au Stade Rennais Rugby. Alors, au début, tu joues en deux, sous la houlette du Paul Oreille, qu'on salue. Et puis après, tu passes rapidement en première. On n'est que 3 ans, finalement, avant ta première sélection en équipe de France. Malgré tout, ça doit te paraître assez loin, non? À ce moment-là. Complètement impensable, même, j'ai envie de te dire. Moi, je découvre un sport à 20 ans. Jamais, j'imagine, une seconde jouer sous le maillot bleu de l'équipe de France. Je sais même pas, à cette époque-là, qu'il y a même une équipe de France qui existe. Tu te prends au jeu, tu progresses, tu montres que tu as le niveau. Tu passes quand même du niveau universitaire avec des filles qui n'ont jamais joué à un niveau élite. Alors certes hétérogène, mais élite quand même. C'est pas un palier là que tu franchis, c'est un immeuble. Il faut se mettre au diapason. Quand on commence le rugby, la difficulté peut-être principale, c'est le plaquage. Toi, ça allait ou Ouais, c'est vrai qu'en athlée, on est chacun dans notre couloir et le contact, il n'y en a pas. Donc déjà, toucher, emmêler les épaules, mettre ta tête entre deux fesses, toucher en touche, pareil, toujours des fesses. Tu te dis, waouh, c'est un sport où il y a trop de contact. Alors que dans le mien, il n'y en avait pas du tout. On est dans une ligne et personne ne se touche, quoi. Et on est en concurrence les unes avec les autres. Et là, vraiment, tu passes à un sport où tu es vraiment aux antipodes de l'athlétisme,
où là, vraiment, bah, tu cherches à faire qu'un avec le collectif, le groupe. Et une petite anecdote quand même. J'arrive au terrain du Stade Rennais et tu vois, donc j'avais 3 mois de rugby, 3-4 mois. Et ils me disent bon, les avants à gauche, les 3/4 à droite. Je ne savais même pas où aller. Je dis je vais où, s'il vous plaît toi non, toi, tu vas avec les grosses. Moi, je le prends mais super mal. Je me dis avec les grosses. Je dis mais moi, je suis pas Qu'est-ce grosse. que tu veux, toi Qu'est-ce que c'est le bordel? Non, mais c'est comme ça qu'on les appelle, les avants. C'est les grands solides. D'accord, bah vous m'avez même pas vu courir. Et du coup, moi, j'avais compris que les 3/4 c'était plutôt des rapides. Moi, j'étais aussi quelqu'un de très rapide parce que j'avais fait de l'athlé. Mais bon, on m'a pas donné le choix. On m'a dit 1m86, t'es solide, tu vas directement. Deuxième devant. ligne direct. Deuxième ligne directe. Eh ben voilà. En fait, c'est des postes, clairement, même encore aujourd'hui, pilier et deuxième ligne, il manque du monde. Il manque des gens en solide, surtout dans le rugby féminin, ça commence à se développer, mais on en a encore besoin à ces postes-là de filles. Une petite année à Rennes, et puis un premier gros changement dans ta vie. Tu décides de changer d'air pour apprendre l'anglais, j'ai lu, mais bon, l'Angleterre, ça aurait été trop simple, trop près. Trop près. Et puis la pluie, bon, bah, tu connaissais déjà un peu. Oh, c'est facile. Donc, tu choisis l'Australie. Pourquoi ce choix ? Alors, pourquoi ce choix ? Ça faisait un moment déjà, depuis mes 18 ans, où j'avais envie de partir à l'étranger. Ça m'attirait parce que j'étais une bille dans les langues. Et notamment l'anglais, j'avais vite capté que c'est quand même une langue dans le business, dans mon futur, mon avenir professionnel, qui me servirait. Donc, je voulais partir après mon bac. Finalement, bah, j'ai pas eu les coronets de le faire. Donc, du coup, je suis restée faire mes études sup. Et puis, vraiment, à la fin de la licence, je me dis non, là, je veux vraiment partir à l'étranger. Je veux vraiment progresser en anglais. Et du coup, franchement, je regarde une map monde et je me dis, alors, l'U7, c'est quoi ? C'est à qui le tour ? Tu regardes le... Ouais. Alors, sur quoi ça va tomber ? Et là, je me dis, alors, l'Argentine, ça peut être sympa, mais bon, c'est plutôt espagnol. Ça parle moins anglais. Il y a les États-Unis, mais il n'y a pas forcément de rugby. Il y a l'Australie, il y a du rugby. La Nouvelle-Zélande, il y a du rugby. Et l'Afrique du Sud, il y a aussi du rugby. Alors après, je regarde encore pays par pays. L'Afrique du Sud, je vois que c'est un peu dangereux pour une nénette toute seule à 20 ans de partir. Bon, je me dis, c'est peut-être pas la meilleure destination. Et puis après, ça se joue un peu entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et puis, je sais pas, je voyais l'Australie, c'était un big pays sur la carte. Je me dis, ah ouais, ce pays, pour 1 an, ça peut être bien. Je vais faire partout, je vais faire le tour. C'est pour moi. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça. Je pars en Australie et j'ai pas regretté parce que j'ai vécu, je pense, la meilleure année de ma vie, en fait. Parce que tu découvres ce que c'est la liberté. En fait, moi, je mettais des tongs tous les jours de l'année, ce que je voulais. J'allais avec qui je voulais. Je faisais le travail que je voulais aussi. Alors, c'est des petits boulots, hein. Mais en fait, une liberté totale. Et moi, je sortais, j'avais 21 ans et je suis partie là-bas et je me suis régalée à faire le tour de l'Australie, à rencontrer plein de gens, à faire des petits métiers, à progresser en anglais, à faire la fête aussi beaucoup. En fait, profiter de la vie, en fait. Et je pense que depuis mes 21 ans, je ne sais pas si j'ai autant profité dans ma vie que cette année-là, en fait. Ah, tu t'es bien éclaté. Bah ouais, c'était... Vraiment, tu sais, pendant le Covid, je me suis amusée à faire un album photo justement de souvenirs. Tu vois, on avait du temps à perdre, donc je me mettais devant un ordi, je faisais mes albums photos et j'ai repris toutes les photos de l'Australie. Et en fait, je voyais des photos où j'avais un grand sourire, où je me sentais épanouie. Et je me suis dit, mais la Lénaïque d'il y a 21 ans, elle est passée où en fait ? Et j'étais arrivée tellement dans une machine à laver avec l'équipe de France de rugby à 7 où j'étais épuisée mentalement, déjà beaucoup de blessures. 6 ans, j'étais pro avec le groupe, mais tu t'entraînes mais tellement dur pour être championne olympique que c'est 3, des fois 4 entraînements par jour. Enfin, c'est vraiment intense le rugby à 7. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, tu prends plus de plaisir. Il est temps d'arrêter parce que tu vas te dégoûter en fait du rugby et que peut-être qu'il y a d'autres choses à aller chercher et que tu peux être épanouie autrement. Et c'est marrant parce que pendant le Covid, moi, ça fait 2 ans que j'ai pas eu mes règles. Je passe 4-5 jours chez mes parents. Ça, c'est je la folie, retrouve mes règles. Ça faisait 2 ans que je les avais plus. J'avais fait des examens partout, gynéco, des tests sanguins, machin. Tout allait bien, mais j'avais plus mes règles. Et en fait, alors tu sais, souvent on dit, les règles, il y en a, tu fais des aménorrhées, donc c'est des absences de règles sur une longue période, parce que tu n'as pas assez de masse grasse. Moi, ça n'a jamais été mon problème de ne pas avoir assez de masse grasse, tu vois. J'étais quand même toujours bien solide, contrairement à d'autres joueuses qui étaient beaucoup plus affûtées que moi. Je ne dis pas que j'étais grosse, entre guillemets, ou fat, mais par contre,
un profil de Seven, j'étais beaucoup plus solide que les autres. Et vraiment, ben, cette période-là me fait comprendre qu'il est temps d'arrêter. Tu as parlé d'un truc qui a attiré mon attention. C'est drôle que tu as parlé de ça, là, des fameux petits boulots, parce que j'aurais pu commencer par te demander comment c'était les plages, l'opéra de Sydney, les kangourous, les koalas. Mais j'avais envie d'attaquer ton passage en tant que serveuse dans un resto indien. Alors, est-ce que tu peux me raconter cette expérience Où t'as été chercher tout ça là? Insolite. Ah ouais, je lâche même plus où j'ai pu écrire ça. Ouais, effectivement. Après, j'ai fait plein de boulot. Hein. Tu sais, je bossais la nuit. Je faisais du 22h, 7h du mat. Enfin, c'était un truc de fou furieux. Ah ouais. Et je me tapais tous les mecs et les nanas, mais c'était surtout les mecs qui étaient vraiment relous. À la sortie de boîte ou du bar. Et tu sais, je voudrais une sausage roll. Donc, c'est, tu sais, les friands avec la saucisse là. Et ton nez 0,6. Et j'ai fait, super, ça vous fera $5. Mais voilà, ça faisait partie aussi du jeu. Après, j'ai eu un job où je lavais des chaises toute la journée, des trucs en plastique là pour le sol, c'était du matériel événementiel. J'ai travaillé justement dans ce restaurant gastronomique indien. Ça, c'était génial, on mangeait bien en plus après le service. Mieux que les sausage rolls. Ouais, mieux que les sausage rolls, c'est clair. J'ai fait jardinière aussi, j'ai fait réceptionniste dans une auberge de jeunesse. Ouais, j'ai enchaîné 1000 boulots en fait, mais j'avais peur de rien. Moi, je prenais, enfin, je crois qu'il y a des semaines où j'ai enchaîné plus de 50 heures de travail. Parce que je voulais emmagasiner un max d'argent pour profiter un max derrière. Donc j'ai été faire un saut en parachute du côté de la Sunshine Coast. J'ai été nager avec des requins-baleines du côté d'Exmouth, la côte ouest de l'Australie. Enfin ça, c'est des souvenirs, mais ça te marque toute une vie. Et moi je me dis, je gagne, mais je dépense tout quoi. Et alors que je suis plutôt un écureuil dans ma vie, mais là c'était profite de la vie quoi. Et je te dis, c'était c'est exactement pour ça seule année où j'ai vécu ça. C'est exactement pour ça que j'ai mis l'accent là-dessus, parce que ça parle finalement à tous les jeunes et un peu moins jeunes, voire anciens jeunes, qui ont dû se bouger pour financer leurs études et leurs projets et pour pouvoir vivre leurs rêves aussi. Et toi, tu as bien incarné ça, je trouve, cette jeunesse qui attend pas que les choses tombent et qui se bouge vraiment pour vivre ses rêves, quoi. C'est tout au long de ton parcours finalement, parce que tu t'es amusé, comme tu l'as dit, mais tu t'es donné les moyens de le faire. Puis tu as joué un petit peu au rugby quand même en Australie. Quel souvenir t'en gardes? Alors là, tu sais pas à quel poste j'ai joué. Ah bah là... Ah ouais, parce que moi je me suis dit, c'est pas possible qu'ils sachent tout non plus. Numéro 8. Non, je jouais centre. C'est la première fois que je jouais chez les 3/4 et c'est en Australie. En fait, eux, ils ont capté de suite que j'allais vite. Du coup, ils m'ont mis centre et je me suis régalée. En plus, j'arrive dans l'équipe, il y a un tournoi de Seven à St. Elizabeth, 15 jours après. Et là, moi, ça fait plus de 6 mois que j'ai pas joué au rugby. Et là, je m'éclate sur le terrain. Je traverse le terrain dans tous les sens. Et là, elles m'ont dit « Ah, c'est trop bien! On l'avait jamais gagné, ce tournoi! Grâce à toi, on l'a gagné! » Mais du coup, c'était une façon aussi de s'intégrer dans la vie australienne, de faire nouer des nouveaux contacts. Parce que c'est pas facile, hein. T'es à l'autre bout du monde, tu rencontres beaucoup de voyageurs. Mais moi, j'avais quand même envie de rencontrer des Australiennes et des Australiens, des gens du cru, quoi. Et le rugby, c'est fabuleux pour ça, pour cette force d'intégration, quoi. Ouais, puis bon, je sais pas comment ça se passe chez les filles, mais chez les garçons, tu dis à une deuxième ligne, tu vas jouer 3/4, je crois qu'il se sent plus. Là, il a la grosse tête et il dit oh putain, moi je peux courir, j'ai le droit. Voilà, donc. T'as vu les 7 Fakatava, le japonais là, le deuxième ligne, petit coup de pied à suivre pour lui, le bon rebond, le petit step. Extraordinaire, oui, parce qu'on est en pleine Coupe du Monde, effectivement, le deuxième ligne japonais qui a marqué un essai de 2/3. Alors j'imagine que tu as dû faire la même chose. J'ai sauté de joie là, quand j'ai vu ça. Alors le coup de pied, par contre, non, j'étais très mauvaise. Le pied valait mieux éviter. J'ai tué quelques chevilles. Vraiment, j'étais assez dangereuse quand je jouais au rugby, au pied. Tu rentres en France au bout d'une année assez riche, si j'ai bien compris, et puis tu reprends le cours de ta vie en Bretagne. Et en fin d'année 2012, en novembre pour être précis, tu es convoqué par la sélectionneuse de l'équipe de France, Annick Hérault, pour un test match. À cette époque-là, c'était Christian Gallonnier qui s'appelait. Christian Gallonnier. Ouais. Ah bah tu vois, j'ai pas si bien fait mon boulot que ça. Mais t'as raison, Annick était déjà dans le staff, il me semble. Ouais, bah bon, alors j'ai. Ouais. Je me flagelle, mais à moitié. Ouais. Elle devait avoir le poste de manager, quelque chose comme ça. Est-ce que, déjà, c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais et comment t'as accueilli cette nouvelle d'être appelé sous les drapeaux? C'était incroyable. Vraiment. En fait, je me rappelle très bien où j'étais. J'étais dans ma voiture. Et là, j'ai un appel, je connais pas, du coup, je m'arrête sur le bord de la route. Et il me dit « Oui, bonjour, c'est Christian Gallonnier à le téléphone. » Avec un accent bien du sud, tu vois. Et oui, je ne savais même pas qui était le bonhomme.
Je ne savais pas qui c'était. Maintenant, t'aurais pas répondu ou t'aurais raccroché. Et du coup, je fais oui. Donc, en gros, oui, qu'est-ce que tu veux, quoi. Il me dit, je suis le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Ah ouais. Et donc, je te convoque pour la tournée de novembre contre les États-Unis. Il me dit, par contre, c'est non officiel, donc tu gardes ça pour toi. Moi, je fais OK. Je raccroche, là, j'appelle toute ma famille. Je dis, vous savez pas quoi, je suis sélectionnée en équipe de France, c'est fou. Et c'était dingue. C'était déjà inimaginable, inconcevable. Même dans mes rêves les plus fous, en fait, j'aurais jamais rêvé toucher ce rêve-là. Oui, parce qu'on le rappelle, c'était 3 ans après seulement avoir démarré. Donc bon, ça a été assez rapide. Et dans les 3 ans, j'ai 1 an et demi de club, et dont 1 an où je suis partie en Australie. Australie, oui. Donc, mais c'est peut-être le coup de savoir faire les sausage rolls et tout qui a joué. La rencontre, elle se joue au stade des Montées à Orléans, devant moins de 1000 spectateurs. Et tu as le numéro 5 dans le dos. Et vous gagnez 13-0. Voilà. Tu fais très bien ton métier de journaliste parce que dans le rugby féminin, c'est quand même pas facile d'aller piocher les informations. Donc je tiens à te féliciter. Écoute, je te remercie. Tu as très bien fait ton travail. De faire le boulot. Et alors, tu as dit un jour que ton rêve de petite fille, c'était de porter le maillot de l'équipe de France et de suivre les pas de Marie-Josée Pérec, qui était une athlète. Voilà, c'était des posters d'elle partout. C'était ton idole. Alors, je sais pas si tu as battu des records de vitesse sur ce match, mais ton souvenir de cette grande première? Juste, je sais que quand j'ai chanté à Marseillaise, j'ai le timbre de voix qui était ému. J'étais très émue de chanter pour mon pays, d'avoir ce maillot bleu sur moi, le coq, d'être avec des filles bienveillantes aussi. Et puis, je me rappelle qu'on m'avait dit, n'oublie pas, hein, c'est facile d'avoir une sélection en équipe de France. Par contre, d'y rester, là, c'est autre chose. Et donc, du coup, j'avais vraiment pas envie de rater cette chance et de me donner tous les moyens de réussir et de faire un gros match et de tout donner en fait sans trop me poser de questions. Donc ce match il est top, je me sens plutôt bien, il y a de la bienveillance dans l'équipe, même s'il y a les anciennes qui en mêlée t'appuient dessus et te disent non t'es pas bien placé, à te mettre des coups de grand je fais ok j'ai compris. Donc en mêlée t'es un peu comme ça au début et puis après t'apprends à avoir les bonnes postures, mais moi, j'avais 1 an et demi de club, quoi. Donc, clairement, sur les aspects collectifs, les phases de jeu, c'était compliqué. Par contre, tu me demandais de courir avec un ballon, de faire des appuis et de mettre des rafus. Je l'avais déjà. Enfin, pas autant que je l'ai eu sur la fin de carrière, mais j'avais quand même des aptitudes physiques qui faisaient que j'étais à l'aise. Oui, c'est ça. Et il y le avait reste, un côté, j'avais tout à faire. Et notamment la dextérité, l'agilité, d'attraper des ballons parce que... En athlète, tu cours pas avec un ballon. Et non, c'est clair. Alors, dans l'équipe, il y avait Gaël Mignot, le talonneur et capitaine, qui est aujourd'hui sélectionneur des Bleus. Encore la toute jeune arrière, Jessie Trémoulière, qui est devenue la future meilleure joueuse du monde. Donc, tu étais plutôt bien entouré. Tu continues de grandir avec le rugby et il y a un nouveau projet qui se présente à toi. C'est l'équipe de France A7 et la perspective historique des premiers contrats rémunérés avec la FFR. Est-ce que tu peux raconter l'origine de ce projet et comment tu es parvenu, toi qui jouais deuxième ligne, je le rappelle, à décrocher ce fameux sésame? Ouais, il faut revenir 6 mois encore avant. Et là, tu vois, on parlait d'échecs, mais finalement, où il faut croire au destin, on en est complètement dans ce cas-là. On est 6 mois avant la Coupe du Monde de rugby en France, la Coupe du Monde 2014, au Stade Jean-Bouin, où on sait qu'il y a eu 20 000 personnes pour les demi-finales. 6 mois avant, il y a le 6 Nations. Et là, je ne fais pas partie de l'équipe qui part aux 6 Nations. Donc, grosse déception. J'ai enchaîné quand même depuis 1 an et demi quasiment toutes les tournées, les tournois avec l'équipe de France. Là, je ne suis pas sélectionnée. Christian Gallonnier ne me sélectionne pas. Mais par contre, il dit à David Courtex, qui est le coach de l'équipe de France A7, va tester Lénaïque Corson parce que, bon, c'est une avant, mais elle court assez vite quand même. Et elle a des qualités et des aptitudes physiques qui peuvent t'intéresser pour du rugby à 7. Et donc, en fait, de ce tournoi à destination que je ne fais pas, je fais tous les tournois de l'équipe de France A7 pendant 6 mois. En même temps, je passe mon master. Et je dois valider mon mémoire, je dois faire mes 3 mois de stage. Et à la fin, je dis, je suis désolée, j'aimerais bien faire du rugby à 7, mais en fait, je suis obligée de refuser la sélection parce que je dois passer mon diplôme, mon mémoire, et que à cette époque-là, le rugby, tu te dis pas que tu vas gagner ta vie grâce à ça. Ouais. Donc moi, je dis, moi, je préfère avoir mes études et avoir mon master à la fin. Donc je dis, je suis désolée, mais je passe mon master et donc pendant 3 mois, je peux plus faire de sélection. Donc c'est aussi un risque que tu prends, et tu te dis, tu refuses une sélection aussi. Mais d'un côté, j'y voyais quand même plus d'avenir en ayant des diplômes que l'équipe de France où c'était quand même assez bancal et précaire. Donc du coup, David me teste.
Là, je sens que je progresse à 10 000 à l'heure parce que le set, ça va plus vite. Il faut prendre les décisions plus vite. Physiquement, il faut être au top, il faut courir vite, il faut être endurante, il faut enchaîner les tâches. Et ça, en fait, j'arrive après, au bout de ces 6 mois, où je sais que j'ai progressé énormément et je sais que j'ai encore une marge de progression qui est énorme. Et je fais la prépa de la Coupe du Monde 2014. Je reviens, je suis en forme. Franchement, je mets 50 mètres aux deuxième ligne et aux troisième ligne même. Je sais que je suis en forme et que je vis cette non-sélection comme un échec parce que jouer une Coupe du Monde en France, c'est unique, hein, on le vit avec les gars. Et moi, j'avais vraiment envie de la faire. Je m'étais vraiment donnée à 100% avec le set. Je savais que j'arrivais à une progression qui n'était plus la même, enfin, à un niveau de performance qui n'était pas le même qu'il y a 6 mois. Finalement, ils ont décidé de prendre quasiment le même groupe qui avait fait le 6 Nations. Ça a été dur. Et puis, à l'époque, on n'en sélectionnait que 26 ou 28. 28, donc, ouais, 28. C'est ça. Donc, du coup, j'ai fait partie des 4 dernières à sauter. Et ça a été très dur. Je me rappelle voir le match de la demi-finale France-Canada au stade Jean-Bouin. J'étais en vacances avec mes parents et là, j'ai les larmes qui coulent parce que je suis tellement triste d'être là, assise à une terrasse d'un bar à regarder le match alors que j'aurais pu être là sur le terrain et de vivre quelque chose de grandiose. Et ça a été quelque chose dont je me suis rappelée pendant très longtemps. Et qui a été un leitmotiv pour me donner à bloc pour tous les entraînements. Je me suis dit, OK, là, j'ai pas été sélectionnée, mais pourquoi ? Et il faut que maintenant, la prochaine fois, il n'y ait même pas d'histoire. C'est moi qui dois être la meilleure dans mon poste, c'est moi qui dois apporter tout pour l'équipe et vraiment chercher à grandir sur tous les plans, en fait. Parce que le haut niveau, c'est du détail dans plein de choses. La folie, parce que tu as parlé de l'équipe de France à 7, c'est que tu joues Hélière. Voilà. Ouais, donc ça c'est impensable chez les garçons de voir un deuxième ligne, à part peut-être chez les Fidjiens, je crois que c'est arrivé une fois, Nakarawa, mais sinon impensable. Alors je pense que si tu dis un deuxième ligne avec je vois 7 ailiers, bon là c'est même plus le boulard là, c'est et c'était presque Hélière à 7, c'est la 8e épreuve de l'heptathlon. Tu dois courir, tu dois foncer. Et j'imagine que du coup l'athlétisme t'a donné quand même quelques bases pour... Ouais, et puis si tu veux, quand tu vois une ailière gaulée comme moi en bout de ligne, les autres ailières qui sont en face, elles sont plus fines. Faut y aller, elles disent oh là là, mouiller la nuque. Ok, j'y vais quoi. Et donc du coup, c'est ce qui faisait ma force. Après, je faisais 90 kilos clairement. Fallait se les porter aussi, hein. Donc, quand on jouait à des Dubai 7 et qu'il faisait 40 degrés, on dit sale temps pour les gros. Pour le coup, c'était le cas. Moi, j'étais en souffrance. Puis en plus, je sais pas si c'est le fait de venir de la Bretagne, mais c'était compliqué d'avoir la chaleur, le taux d'humidité, l'enchaînement des efforts qu'est le 7. Et en même temps, de jouer des matchs et être performante. Donc, c'était un avantage. Mais aussi, des fois, quelque chose quand même qu'il fallait savoir gérer. Tu as parlé d'enchaînement, c'est un peu le fil rouge de ce que je veux développer avec toi dans cet épisode, c'est qu'il faut se rendre compte quand même du quotidien, de celui des autres filles nouvellement engagées par la FFR à partir de 2014. Toi, tu es encore étudiante, tu l'as dit, mais à côté de ça, tu es joueuse de rugby à 15, élite quand même, avec Rennes. Tu ambitionnes de jouer la Coupe du Monde, tu t'entraînes pour ça. Puis tu dois aussi faire des allers-retours Bretagne, Île-de-France à Marcoussis pour aller t'entraîner avec les filles du 7, faire des étapes à l'autre bout du monde, etc. Les gens, ils n'imaginent pas le rythme de malade que vous pouvez avoir. Fallait vraiment être enragé. Et tout ça pour 1000 balles par mois. Non, mais c'est donc c'est clairement pas l'argent qui nous a motivés. Faut être passionné, quoi. Enfin, je veux dire. Ah oui, c'est passionné, mais en même temps, quand toi tu enchaînes les cours le matin, le midi, tu t'entraînes entre midi et 2 et t'es à bloc. Moi, je me lavais pas, hein, donc je faisais douche express avec juste une serviette. Même pas le temps de te doucher. Je mangeais un sandwich en cours. Et après, à 14h, j'étais là, j'avais juste envie de dormir parce que d'avoir enchaîné déjà tout ça. Sachant que le soir, je repartais à l'attaque. Après les cours, je repartais à l'entraînement, à la muscu, à l'entraînement. Donc en fait, les journées, elles étaient interminables. Donc moi, le premier jour, on me dit, Léna... en juillet 2014, tu vas signer un contrat pro avec l'équipe de France de rugby à 7. Toi, c'est tout ce que tu as toujours rêvé de faire du sport et d'être payé en plus pour ça, même si c'est que 1000 balles, mais d'avoir des temps un peu de récup, des temps où tu es avec les meilleurs staffs, les meilleures joueuses, où tu es dans un environnement, tu sais que tu vas progresser et que tu vas être performante. Et ça, c'est ce qui m'a motivée. Et effectivement, tu as signé, mais tu n'as pas regardé le prix, quoi. Tu te dis, j'y vais parce que j'aime ça. Et alors, tu es sous contrat avec la Fédé, du coup, pour préparer les JO de Rio. Ça veut dire, j'imagine que la priorité, elle est donnée plutôt au 7 qu'au 15. Tu as raté les tournois Destination 2014, 2015, 2016.
La France en a gagné 2 dans cet intervalle, et ça, tu le sais pas encore, mais elle en gagnera plus. Après 2016, est-ce que, avec le recul, est-ce qu'il allait se passer pour toi au JO, c'est pas un regret de pas avoir été dans cette aventure d'accrocher un titre que finalement t'as pas pu avoir dans ta carrière? Ouais, c'est vrai que des fois, je regarde mon palmarès et je me dis, punaise, sur 10 ans de carrière, finalement, j'en ai pas eu beaucoup des titres, j'en ai pas eu énormément. Donc du coup, il y a peut-être certaines frustrations, tu vas te dire, punaise, en fait, les années où j'étais partie avec le 7 pour progresser, machin, et faire des tournois, je me suis privée finalement peut-être de titres de Grand Chelem et compagnie. Mais d'un côté, comme mon cerveau, il réfléchit toujours de façon à relativiser, d'être plutôt positif et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je me dis, ouais, mais en fait, si t'avais pas fait le 7, jamais t'aurais fait peut-être cette Coupe du Monde 2017 qui a été incroyable et t'aurais pas eu cette médaille de bronze, t'aurais pas été élue meilleure joueuse du monde à ton poste. Et en fait, peut-être que j'ai sacrifié finalement entre guillemets, enfin pas sacrifié, mais du moins j'ai pas eu ces titres. Mais derrière, j'ai eu une année exceptionnelle qui est 2017 et sans cette expérience que j'ai emmagasinée avec le 7, peut-être que j'aurais jamais eu ce destin non plus. Et surtout dans le 7, on était dans l'ultra performance et on était déjà hyper précurseur dans la professionnalisation du rugby féminin. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une des clés. Enfin, tu vois, je suis consultante. Heureusement que j'ai eu aussi cet apprentissage du 7 parce qu'on allait très loin dans beaucoup de choses. Alors qu'à 15, peut-être qu'on effleurait à cette époque-là un peu plus les choses. Et d'avoir cette expérience supplémentaire aujourd'hui, elle m'aide dans ma vie d'aujourd'hui. En tout cas, tu te relèves sacrément bien de cette déception de 2016 et de cette année 2017 et un peu celle de la résurrection pour toi. Tu reviens en équipe de France à 15 dans un contexte un peu mouvementé, avec un changement de sélectionneur. Comment tu vis, toi, ce retour à 15 avec l'équipe de France à 15 ? Bah forcément beaucoup de bonheur. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai pas fait les JO 2016, j'ai pas fait la Coupe du Monde 2014. Là, je suis prête à tout péter. Là, je sais que je suis prête physiquement, mentalement, dans le projet de jeu, dans le collectif, je me sens bien. Je sens que j'ai la confiance de mes partenaires. J'ai fait un tournoi de destination en 2017 qui est bon aussi, où je prends vraiment confiance en moi en fait. Là, vraiment la confiance, le capital confiance atteint ses sommets. Et en fait, tout est réuni pour faire une grosse Coupe du Monde. Et moi, je le sais, c'est je me prépare, mais c'est pas pour faire de la figuration, quoi. C'est je me prépare, c'est pour être championne du monde avec mes copines. Et il y a que ça qui m'anime. Il y a eu les déceptions de 2014. Tu étais dans le groupe, mais finalement, tu sors. 2016, pareil. Là, quand il y a la liste qui sort et que tu es dedans, ouais. Elle se dit quoi, Lénaïque Corson? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Là, je me dis, oh, yallah! Ça y est. Et en fait, c'est une histoire de résistance, persévérance, de résilience, de courage, de patience. C'est tout ça, en fait. Et c'est qu'en fait, aujourd'hui, on veut tout de suite. Et parfois, il faut du temps. Et il y a des petites choses qui se mettent petit à petit les unes après les autres qui permettent d'arriver au sommet. Et souvent, quand on veut aller trop vite, finalement, on peut avoir la chance de connaître des super sélections, déjà des titres. Mais est-ce que ça n'arrive pas trop vite aussi, tu vois? Je me dis, des fois, il y a des gens aussi qui se rétament, en fait, parce que le succès arrive beaucoup trop vite, beaucoup trop facilement. Et moi, en fait, quand tu te prends des claques dans tous les sens, machin, tu t'apprends à te relever, en fait, à chaque fois de ces claques et te dire, je remonte sur le ring, je suis reparti. Et en fait, ça arrive à avoir une obsession en toi de réussir. Il paraît que tu as été un peu submergé par l'émotion au moment de la Marseillaise lors du premier match de poule contre le Japon. Ouais, et surtout, tu sais quoi? Je me dis, punaise, fais pas de plaquage haut, fais pas de plaquage haut. Parce que je me suis dit, ma Coupe du Monde, elle peut s'arrêter là. On jouait les Japonaises. Donc qui sont pas très grandes non plus. Qui arrivent là, tu vois. Et je me dis, si j'arrache la tête de quelqu'un, là, ça va pas le faire. Carton rouge. Et là, ta Coupe du Monde, elle se termine là. Donc moi, dans ma tête, c'est aux chevilles, le plus bas possible. Finalement, la phase de poule, tu prends qu'un carton jaune contre l'Irlande, pays hôte. Pas du tout mérité d'ailleurs. Et voilà, bon. Replaçons les choses dans leur contexte. Ouais. Cette injustice, on la dénonce. Soulagement, vous passez en demi, vous retrouvez face à vos amies anglaises, 3-3 à la mi-temps et 20-3 score final. Et grosse déception pour vous qui rêviez d'aller au bout à ce moment-là. Ouais, là c'est dur. Je me rappelle voir mes parents dans les tribunes à la fin et je tombe en pleurant dans leurs bras et je leur dis « Je serai jamais championne du monde, quoi !» Je serai jamais championne du monde et c'est dur parce que pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années, tu penses qu'à cet objectif d'être championne du monde, d'aller la jouer cette Coupe du Monde, mais pour aller chercher la plus belle des breloques. Et finalement, tu te heurtes aux Anglaises, encore une fois. Et que ce match, on l'a complètement déjoué. En fait, pendant tous nos matchs de poule, on a joué, il faisait beau, le temps était parfait. Et en fait, on n'a pas su s'adapter à la météo ce jour-là. On s'est fait avoir en touche et sur les mauls, les ballons portés encore des Anglaises. Et du coup, en deuxième mi-temps, on prend la marée un petit peu contre les Anglaises. Enfin, la marée, non, c'était quand même
le score final ne reflète pas l'intensité du match et les occasions aussi qu'on a pu avoir. Moi, je sais qu'à un moment, je perce et je me dis, punaise, il faut que j'aille essayer, quoi, ou que je trouve quelqu'un. Et en fait, je viens m'emplâtrer dans ce karat. Alors, je me pète la main à ce moment-là. Miss Karat, qui est une des meilleures joueuses du monde. Meilleure joueuse du monde, ouais. Mais tu vois, je me dis, mais punaise, ce duel, mais pourquoi tu rejoues sur elle, quoi? Et d'ailleurs, bon, après, c'est ce qui m'a animée aussi pendant longtemps de me dire, il faut absolument que dès que je perce ce premier rideau, comment réussir ce dernier duel, quoi. Vous perdez ce match, mais tu marques un essai pour le match de la 3e place et tu figures dans l'équipe Type World Rugby de la compétition. Tu es même élu meilleure 2e ligne de la planète. Et en novembre, tu es même retenu pour jouer le tout premier match des Barbarians féminines contre le Munster. Cette année 2017, est-ce qu'on peut dire que c'est le sommet de ta carrière? Ouais, là, avec du recul, en plus, oui, c'est le summum. Même, je n'en reviens pas, en fait, que tout ça puisse arriver, de jouer une Coupe du Monde, d'être dans l'équipe type. Reconnue aussi par mes pairs, parce que moi je reçois des messages de joueurs que j'ai regardés à la télévision et qui me disent bravo, enfin tu vois, qui me félicitent. Je fais waouh, tu vois, parce que c'est une sacrée reconnaissance d'avoir quand même tes pairs qui, et puis surtout chez les garçons, parce que nous on se voyait pas, on se côtoyait pas non plus énormément. Et on était toujours vus un peu comme la cinquième roue du carrosse. C'est bien ce que vous faites les filles, hein, c'est bien. Mais là, vraiment, il y a des gens qui nous regardent, des gens qui sont intéressés par nos performances, des gens qui apprécient notre style de jeu, qui apprécient notre état d'esprit. Et ça, c'est le regard qui change, en fait. Ah ouais, c'est énorme. Et là, vraiment, ma vie, elle bascule. En plus, je joue avec les Barbarians aussi, là, pareil, dans la première équipe des Barbarians. Donc, pour la légende, pour toujours. Jamais la première, quoi, tout le temps. Partie de cette équipe. Et là, tu te rends compte que tu fais vraiment partie d'une communauté qui a créé un peu, ça y est, cette trempe de lancement du rugby féminin qui n'arrête pas d'avancer.